Sur Canal 2 International, bienvenue au Trésor. Tout de suite, les titres de cette édition du journal. Patricia Scott Lang, secrétaire générale du Commonwealth, est en visite officielle au Cameroun. Ce matin, elle a été reçue au ministère des Relations extérieures avant sa rencontre avec le chef de l'État qui précède un déjeuner d'État en compagnie de Paul et Chantal Biya. Bientôt le début des travaux de construction du barrage hydroélectrique de Nachigal. La dernière phase d'indemnisation des populations vient d'avoir lieu à Ndokoa, près de Yaoundé. Dans la page magazine de ce journal, continuons notre incursion dans les préparations de Noël du côté des régions. Nous vous conduisons ce 13h à Bafia. Mesdames, Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus au journal de la mi-journée sur Canal 2 International. Démarrons comme de coutume avec notre chiffre du jour qui est 4. C'est le nombre de gendarmes qui ont été tués ce lundi par des sécessionnistes à Kembong dans la région du sud-ouest. Ce bilan d'un affrontement sanglant entre forces de l'ordre et assaillants a été confirmé par le porte-parole du gouvernement, Issa Chiroma Bakari. Après avoir été tenus en échec vendredi dernier, les activistes radicaux semblent se redéployer. Parlons à présent de contrebande dans ce journal. La contrebande de découpe de volailles est une affaire de gros bonnets. Régulièrement, des personnalités influentes sont surprises avec des quantités importantes de chair illicite et ce, dans des véhicules publics. À Ebolova, le deuxième sous-préfet et ses collaborateurs sont plus que jamais déterminés à combattre ce réseau. 60 cartons de poulet et de dinde viennent d'être saisis. Les précisions avec notre correspondant sur place, Ambroise Foguet. Décharge municipale d'Ebolova, une opération de destruction de volailles pour le moins spectaculaire. Sous la supervision du sous-préfet d'Ebolova 2e, un bulldozer procède à la destruction et à l'inhumation de 60 cartons de découpe de poulet et de dinde, fruit d'une saisie effectuée au checkpoint de Diop à l'entrée d'Ebolova. Bertrand met en garde les illicites. C'est une alerte qu'ils sachent qu'ils ne passeront jamais par les services de l'arrondissement d'Ebolova 2e. Nos services ont fait montre de professionnalisme et surtout d'un esprit patriotique et républicain. Ils ne sont pas tombés dans certains travers. Cette opération des agents du Minépia d'Ebolova 2e est un acte courageux. La contrebande de viande de poulet congelée est devenue ici un véritable serpent de mer. L'interdiction de sa vente rend ce commerce prospère et les marchés sont inondés de poulets bas de gamme. Pendant cette période de fête et surtout que nous venons de passer par la grippe aviaire, nous sommes en période de veille. Donc c'est une denrée impropre à la consommation. Les congelés d'Europe venus par le Gabon et la Guinée équatoriale reprennent du poil de la bête. Tordre le cou à ce trafic, une gageure. Le combat est effectivement difficile, mais il faut y arriver. Pendant ce temps, la filière avicole locale continue de trinquer, de sérieux manques à gagner. Intéressons-nous à présent au calvaire des populations de la ville de Bafia. Là-bas, on parle de pénurie de carburant et de délestage électrique à répétition. Les populations sont sans voix. Ce sont des files indiennes qu'on observe devant les stations à essence. Cette rareté du carburant a contraint plusieurs conducteurs de mototaxi à abandonner leurs activités. Les précisions avec Monique Naoussi, Fosso et Espoir Baïra. La pénurie de carburant à Bafia tend à devenir une habitude tous les mois de décembre. Depuis plusieurs jours, ce précieux liquide se fait rare dans les 4 stations que compte la ville. Une situation qui laisse les conducteurs de mototaxi dans le désarroi. Certains ont garé leur engin et se tournent les pouces à longueur de journée. Depuis 17 heures que je suis ici là pour consommer du carburant. Je voulais faire le plein de ma voiture, sachant que c'est la fin d'année, il y a de temps en temps la pénurie du carburant. Et il faut que je me ravitaille dans ma voiture, au moins pour que ça fasse une semaine. Dans ma grande surprise, j'arrive, il y avait les motos qui ont envahi la station. Je ne sais pas pourquoi, en cette période, il y a toujours pénurie du carburant. Je ne sais pas, ou c'est pour encore augmenter le prix du carburant, ou bien je ne sais pas ce que le gouvernement veut même auprès des transporteurs. Mais c'est dégueulasse.
toutes les stations de Bafia n'ont pas de carburant. Depuis 17 heures que nous sommes ici là. Bon, on ne sait pas ce qu'on peut faire. On est obligé de patienter. S'ils viennent livrer dans la nuit, on sera servi. Au cas contraire, on sera obligé de dormir ici. Il y a ceux qui sont là depuis 14 heures. Il n'y a pas le carburant. Et depuis, ça c'est une histoire de chaque année. Apparemment, à Bafia, il n'y a même pas l'énergie. Il n'y a pas l'eau. Hein? Il n'y a pas le carburant. C'est comme si on n'a pas les élites à Bafia. C'est comment? Nous sommes fatigués déjà. C'est nuitamment qu'un camion-citerne transportant du carburant pénètre dans la ville, trouvant des mototaximens déjà désespérés. Et pour avoir quelques gouttes de ce carburant, chacun se bat pour occuper la première place dans le rang. À côté de cette pénurie de carburant, les populations de la ville de Bafia souffrent d'un autre malaise. La ville est dans le noir depuis 2 jours. Vous le savez peut-être, un arrêté conjoint des ministres de la Santé, des Mines et du Développement industriel et du Commerce interdit la commercialisation et la consommation du whisky en sachet depuis le 12 septembre dernier. À Douala, une association des consommateurs sensibilise les populations à travers des marchés de vivres. Les précisions avec Jean-Christian Akam. Arrêtez de commercialiser et de consommer les whisky conditionnés en sachets et en bouteilles plastiques. Le message est distillé dans les marchés de la cité économique depuis ce matin par la Fondation camerounaise des consommateurs. Depuis septembre 2016, le whisky en sachet est interdit par un arrêté conjoint de 3 ministres. Ministre de la Santé, ministre du Commerce et ministre de l'Industrie. Le whisky en sachet ne respecte pas les normes selon la norme. Depuis plus d'1 an, ce whisky est illégal. Et le code pénal sévit le consommateur et le revendeur de cette boisson illégale. Alors à tous les Camerounais, à la jeunesse, oui, pour la santé, évitons de consommer le whisky en sachet. L'arrêté qui date du 12 septembre et qui fonde cette interdiction suscite de nombreuses interrogations auprès du public. Ça tue. Si on pouvait faire en sorte que on arrête les usines de fabrication, c'est ce que je voulais dire. Pourquoi est-ce que depuis on vendait ce whisky? Pourquoi est-ce que maintenant là on est en train de refuser qu'on ne boit plus cela? Les producteurs locaux avaient 24 mois pour se conformer à cette réglementation et pour épuiser leur stock. Ils sont désormais hors délai depuis le 12 septembre dernier et la boisson bon marché, essentiellement faite de méthanol, continue d'agrémenter funérailles, mariages et cérémonies populaires un peu partout au Cameroun. Et nous l'annoncions en titre, Patricia Scotland est au Cameroun depuis hier. La secrétaire générale du Commonwealth est en ce moment au Palais de l'Unité où elle est reçue par le chef de l'État. S'en suivra un déjeuner d'État aux côtés du couple présidentiel. D'après le programme officiel de sa visite, elle devra s'entretenir avec le président du Sénat également et le président de l'Assemblée nationale. C'est jeudi que Patricia Scotland échangera avec les responsables de partis politiques et les acteurs de la société civile. Pour poursuivre ce journal, nous nous rendons à présent du côté de Yaoundé, retrouver Brand Kamga. Bonjour Brand, quelles sont les nouvelles dans la capitale? Bonjour Aimé Catherine Moukouri, bonjour à tous. Les menaces sécuritaires qui pèsent sur le Cameroun sont depuis hier au centre de la conférence semestrielle des gouverneurs. 3 jours. Il sera question pour les patrons des 10 régions du Cameroun d'examiner la situation sécuritaire et d'adopter des stratégies pour davantage assurer la sécurité publique qui se porte plus ou moins bien. Ghislain Pierre Essonneau, Samuel Bonis. Prévention, action, répression. Telle est plus que par le passé la posture des gouverneurs des régions camerounaises. À la profanation des symboles et emblèmes, à l'autorité sapée de l'État, il faut opposer la violence légitime. C'est sur ce ton républicain, mais ferme, que le ministre René Emmanuel Sadi de l'administration territoriale et de la décentralisation a ouvert la 2e conférence semestrielle de gouverneurs au titre de l'année 2017 dans un contexte de mutation du mode opératoire des sécessionnistes. Les hautes instructions du président de la République sont claires à ce niveau. L'autorité de l'État doit être préservée, la paix et la sécurité doivent être maintenues et nos compatriotes de ces 2 régions doivent continuer de vivre
en paix. À l'extrême nord, on va vers l'éradication totale de Boko Haram. Par contre, il s'observe une radicalisation graduelle des personnes se revendiquant des mouvements sécessionnistes dans le sud-ouest et le nord-ouest. De quoi se mettre en alerte face à un phénomène qui pourrait avoir des ramifications, y compris dans la région de l'Est du Cameroun, déjà en lutte contre les rebelles centrafricains. Ces 6 derniers mois, on a enregistré de nouveaux réfugiés, environ 5 000 nouveaux réfugiés. Les 6 derniers mois ont aussi été marqués par la décision des chefs d'État d'Afrique centrale portant libre circulation des ressortissants de la zone CEMAC dans les 6 pays concernés. Mais cette intégration pourrait faire naître de nouvelles formes de délinquance. Nous essayons de mettre tout en œuvre pour sécuriser cette population en faisant et les bouclages et les patrouilles, surtout patrouilles visibles sur le terrain. Déjà faite, l'annonce d'une réforme de la chefferie traditionnelle camerounaise. Sur le front de sécurité, hier était journée internationale des migrants, une célébration dans un contexte marqué par la maltraitance de nombreux Africains et notamment les Camerounais du côté de la Libye. Il faut donc signaler que l'urgence de leur rapatriement est effective avec donc 700 Camerounais qui ont déjà regagné le terrain, même si de milliers restent encore donc à rapatrier. Il faut tout de même le reconnaître, la migration est un droit. Reportage. Pas de chiffre exact sur le nombre d'immigrés camerounais vers l'Occident. Le monde entier en compte 258 millions. La pauvreté pousse malheureusement ces citoyens à chercher mieux ailleurs, au péril de leur vie. Il faut parler de ce qui se passe aujourd'hui en Libye, donc, où beaucoup de jeunes ont malheureusement fait le choix donc, de prendre cette route migratoire très dangereuse et se trouvent actuellement dans des conditions extrêmement difficiles. Entre torture, vente aux enchères, viols et assassinats, des milliers de Camerounais sont toujours bloqués en Libye. Près de 700 ont pu regagner le pays grâce à l'Organisation internationale des migrations, le gouvernement et ses partenaires. La célébration de la journée des migrants ce 18 décembre est aussi l'occasion d'échanger sur les voies et moyens à trouver pour rapatrier ces Camerounais. La migration, il faut se le dire, n'a pas que des effets négatifs, elle est aussi un droit. Il ne faudrait pas qu'on cache le fait que la migration est un droit et que les gens, une fois qu'ils arrivent à faire le choix de migrer de manière volontaire dans la légalité, cela peut être bénéfique. Quelques soucis de connexion avec la ville de Yaoundé. Nous poursuivons ici ce journal pour parler de la célébration de la fête de la Nativité. À Bafia, dans le département du Mbambe-Inoubou, les préparatifs s'intensifient. Si certains parents sont déjà prêts, d'autres attendent encore les salaires. Pareil chez les commerçants qui espèrent faire de bonnes affaires avant le jour J. Mireille Flormanet, Espoir Beira. À 6 jours de la célébration de la Nativité, l'ambiance de fête est déjà perceptible dans la ville de Bessia. À chaque coin de rue, une activité relative à cette célébration. Ici, on a des parents qui cherchent des jouets et vêtements pour leurs enfants. Si certains font déjà des achats, d'autres attendent d'avoir un peu d'argent. Les enfants sont nécessités, ils ont toujours beaucoup de besoins, mais en fonction de la morosité financière, on se bat avec le peu de moyens qu'on a pour essayer de subvenir à leurs petits besoins. Et donc notamment une belle petite robe, des chaussures, des chaussettes. Je suis venue acheter ce beau petit cadeau pour ma fille. Puis cela m'a coûté 3 500. Dans les boutiques et grandes surfaces, de nouvelles approches marketing ont été mises en place. Question d'attirer un maximum de clients. On en bat pour les fêtes de fin d'année des maternelles. Sinon, c'est cette semaine que le marché a un peu commencé à donner, mais depuis là, c'est un peu dur. Et les clients sont trop rigoureux sur les prix, ils disent que les prix ont augmenté. Nous, on ne s'en sort pas avec grand-chose. Chaque client qui arrive nous dit que le déo n'a pas l'argent. Donc, pour m'acheter un article, on bagarre d'ici, il faut vraiment avoir les mots convaincants pour plus vendre un article. Par rapport
aux fêtes de Noël qu'on a rénové ces monuments. En attendant le jour J, certains parents et commerçants espèrent que les choses iront mieux. Et nous retournons dans la ville de Yaoundé, retrouver une fois de plus Brand Kamga pour la suite de ce journal, si la connexion est établie. Rebonjour Aimé Catherine Mokori, on espère que cette fois ce sera la bonne. Nous vous parlions tout à l'heure de la célébration de la journée internationale des migrants qui a eu lieu hier. Eh bien, il y en a qui réussissent parfois à traverser l'eau, comme on le dit couramment au Cameroun, et ceux-là sont appelés couramment les Mbenguis. Eh bien, il y en a un qui, après des années peu reluisantes d'immigration, a décidé d'écrire à sa maman une lettre longue de plus de 300 pages, l'autobiographie de l'éveil des consciences sur le mythe occidental qui envoûte la jeunesse africaine. Delphine Fonkoutene et Michel Foucault ont suivi pour nous la dédicace de l'ouvrage intitulé Lettre d'un Benguis à sa mère, reportage. Se confronte à un Occident qui n'est pas du tout l'Occident. Après avoir expérimenté l'Occident, le benguiste se rend compte que son pays est préférable à celui-ci. Il décide alors d'écrire une lettre à sa mère pour lui relater les difficultés qu'il rencontre au quotidien. Il y a un ailleurs rêvé, et c'est quand on découvre justement l'illusion de ce rêve-là qu'on se rend compte qu'en fait, c'était mieux de rester chez soi. C'est ça qui explique d'ailleurs ce qu'on appelle le phénomène des retours. Lettre d'un benguiste à sa mère, titre de l'œuvre de Christian Kouyaté, lui aussi benguiste. À travers ce roman, l'auteur invite les jeunes de l'Afrique, et en particulier celles subsahariennes, à comprendre que l'Europe n'est pas le paradis. La cible, c'est autant les communautés camerounaises qui vivent à l'étranger et qui, en lisant le texte, se reconnaissent un peu dans les expériences décrites. Mais c'est également les Camerounais qui vivent ici, c'est-à-dire au Cameroun. Parce qu'en lisant ce texte, ils comprennent que l'Europe n'est pas ce qu'ils pensent, ce qu'ils croient être, ou alors ce qu'ils voient à la télé. Lettre d'un benguiste à sa mère est dédicacée ce 15 décembre à Yaoundé. Bientôt, le début des travaux de construction du barrage hydroélectrique de Naptigal dans la région du centre. L'espoir est généré par la dernière opération d'indemnisation et de dédommagement des populations riveraines qui sont entrées en possession de leur dû sans faire du bruit. C'était en présence des autorités administratives de la Haute-Sanaga. Gislam Pierre-Sono et Hubert Noutier pour plus de détails. Ndokoa, à 65 km de Yaoundé, nous sommes dans le département de la Haute-Sanaga. C'est ici que va se matérialiser le projet de barrage hydroélectrique de Naptigal et qui à terme va procurer au Cameroun 220 MW d'énergie électrique pour un coût global de près de 700 milliards de francs CFA. La dernière étape avant le démarrage des travaux, c'est cette session d'indemnisation qui a valu 1,5 milliard de francs CFA. Il n'y a pas de gros problème, hein. Les choses se déroulent bien. Nous avons quelques détails liés à des problèmes successoraux, des problèmes liés à l'appréhension des CNI ou bien des récépissés de CNI. Mais la commission est là pour trouver des solutions. Sur le fleuve Sanaga va se dresser un barrage, cause de l'expropriation des personnes, mais il n'y a pas que le paiement d'argent en termes de compensation. Très souvent, des Camerounais prennent l'argent pour la seule consommation, et cela est connu de tous. En plus des indemnisations et des chèques que les personnes affectées par le projet reçoivent aujourd'hui, il y a tout un programme d'accompagnement sur le très long terme pour s'assurer que toutes les personnes qui vont être expropriées vont retrouver, voire améliorer leur niveau de vie. Pour cela, on met à la disposition des personnes affectées des terres de remplacement. On va les accompagner pour les aider à défricher ces terrains. On va leur fournir des semences améliorées, des formations techniques agricoles améliorées, puisqu'il est très important pour nous que cette expropriation ne se fasse pas au détriment des populations. Sur la terre de leurs aïeux, ils avaient fait bloc avec les cultures de leurs ancêtres. Le moment est venu de partir avec un arrière-goût
du sucré salé. Vraiment, je suis émue, je suis contente parce que ce chèque, je l'ai eu par rapport à la sueur de mon front parce que j'avais beaucoup de champs. C'est par rapport à ces champs qu'on indemnise aujourd'hui, les champs qui me produisaient, qui me faisaient vivre. Et maintenant qu'on a, le projet a pris ces champs, on m'a indemnisé. Cet argent, je vais convertir ça pour faire un marché et je veux construire des maisons pour mettre en location. Pour être un sentiment de satisfaction, entière satisfaction, parce que le processus a été tellement long, de telle sorte que l'attente également a été longue. Mais tout s'est bien passé dans les normes. Oui. C'était peut-être un ultime cas d'indemnisation au processus certes lent, mais sans éclat de voix à l'arrivée. Le Cameroun est désormais accrédité au programme de formation en épidémiologie de terrain. Le ministre de la Santé publique du pays a reçu hier la certification du réseau TEFINET. C'était au cours d'une cérémonie pendant laquelle des diplômes de fin de formation ont été remis aux médecins camerounais, biologistes et vétérinaires. Le compte rendu de Luc Mvondo et Delphine Fonkoudini. Le Cameroun, déterminé à être un pôle d'excellence pour la préparation, la détection, l'investigation et la riposte principale d'urgence de santé publique. Le ministre de la Santé publique reçoit ce 18 décembre, des mains du directeur de CDC, le certificat d'accréditation TEFINET. C'est une accréditation du programme de formation en épidémiologie de terrain. Nous n'aurions pas pu arriver à ce niveau sans la qualité et l'appui technique et financier que les agences du gouvernement des États-Unis, sous le leadership de CDC Atlanta, apportent à ce programme. C'est très important. Mais également cet appui d'encadrement technique que nous avons de l'OMS en ce qui concerne non seulement le renforcement des capacités au niveau des ressources humaines, mais le renforce également du système de soins de santé. Ils sont au total 52 résidents camerounais, tchadiens et centrafricains, arrivés en fin de formation qui reçoivent leur diplôme. Ces médecins, vétérinaires et biologistes sont satisfaits au même titre que ces responsables du ministère de la Santé publique qui reçoivent pour la même occasion des distinctions au titre de la fête nationale du 20 mai 2017. Satisfaction parce que lorsqu'on reçoit la reconnaissance du travail qu'on abat, la reconnaissance du travail de la République, le chef de l'État a bien voulu me décerner cette distinction honorifique. Je lui rends hommage et le remercie. Remercie en même temps le ministre de la Santé publique. Je suis personnellement satisfait parce que on a l'impression parfois qu'on évolue, mais qu'on n'est pas toujours soit suivi, soit écouté, soit même observé. Quand ça arrive comme ça arrivait là, je me dis, je rends grâce à Dieu en priorité, je rends grâce à celui qui a bien voulu, le chef de l'État, que cela soit possible, et je remercie particulièrement le ministre de la Santé publique. Ces responsables sont pour certains faits chevaliers de l'ordre de la valeur et pour d'autres, chevaliers du mérite camerounais. Nous parlons sport à présent avec le projet de la Youth Academy and Sports Scholarship Assistance qui est sur le rail depuis ce lundi. Un programme qui a pour objectif de vulgariser l'athlétisme au Cameroun et à travers le monde entier. Ce programme vient de recevoir donc la validation de la Fédération camerounaise d'athlétisme. Alain Gislan Kanga et Francis Nguebnan nous en disent davantage. Booster le niveau et la participation des athlètes camerounais dans les compétitions nationales et internationales. C'est l'objectif visé par le projet YASA, Youth Academy and Sport Scholarship Assistance. Un projet qui a pour mission de détecter, encadrer et développer les jeunes talents du terroir. Et au Cameroun, c'est un pays de grands talents, c'est un pays de grands coachs. Donc il faudrait que ces talents et ces coachs soient mis dans des conditions très bonnes pour performer au maximum. Et nous avons des talents qui attendent juste de bonnes conditions pour exploser. Et pour exploser, un important matériel de pointe a été offert pour l'évaluation de leur niveau de performance afin de rivaliser avec les meilleurs dans le monde. Un projet bien accueilli
par la Fédération camerounaise d'athlétisme. Le programme YASA, à travers ces bourses, il vient apporter cette motivation suprême qui manque à nos athlètes. Savoir que l'athlète pourra en même temps suivre ses études et performer au niveau de sa discipline. Le projet YASA fera désormais partie des programmes de la Fédération. Le programme YASA va être installé à l'intérieur de la Fédération. Donc les coordinateurs auront leur bureau à l'intérieur de la Fédération. Donc c'est un programme fédéral. La Youth Academy and Sports Scholarship Assistance est une initiative d'anciens athlètes camerounais vivant désormais à l'étranger. Ainsi se porte la ville de Yaoundé en cette journée de mardi. Le 13h se poursuit et s'achève avec vous, Aimé Catherine Moukouri. Merci à vous, Brand Kamga. Du côté de Douala, nous parlons de l'Union pour la fraternité et la prospérité qui a tenu à être aux côtés des femmes veuves et orphelins. Le week-end dernier, accompagné du président Olivier Billet, les membres du parti et de l'association Aide aux nécessitants apporté des biens de première nécessité aux veuves et orphelins. Junior Rossin et Armand Pagna nous en disent plus. Le président du parti UFP, Union pour la fraternité et la prospérité, Olivier Mbilé, est aux côtés des nécessiteux, la femme veuve et l'orphelin du quartier Colbon à Douala. Il est important, avec les veuves et les orphelins qui sont rassemblés aujourd'hui ici en Colbon, de leur offrir un petit cadeau qui constitue un élément symbolique de rafraîchissement, un élément symbolique d'espoir, un élément pour leur montrer cet amour du prochain que nous avons tous le devoir de manifester à ceux qui sont des nécessiteux, et pour leur permettre d'avoir une fin d'année un tant soit peu souriante. Pour cet acteur politique dont l'action est centrée sur l'homme et sur la foi en Dieu, il est impératif d'apporter du sourire aux autres. Déjà, je remercie le président puisque le matin, maman a frappé à ma porte et m'a dit que ici, dans ce lieu, on reçoit des veuves et des orphelins. Je me suis dit que c'est un moment pour moi de partir vers ces gens qui peuvent m'aider. On est très contents ce soir ici en Colombo. Le président est venu nous donner les cadeaux. Ce n'est pas la première fois, il vient souvent. Mais surtout nous les veuves, on a été très contents cette soirée parce que c'est pas facile, c'est pas donné à n'importe qui. Tout ceci étant inscrit dans le programme politique de l'Union pour la fraternité et la prospérité. À travers ces 130 propositions qui concernent à la fois l'exigence de rebâtir l'homme, l'exigence de révolutionner l'économie et le système productif, l'exigence de refonder nos institutions en réglant définitivement le problème dit anglophone, eh bien l'UFP a un programme de gouvernement extrêmement clair. Cette assistance qui a démarré dans les localités de Bertois, Tico, entre autres, connaît le rôle important joué par l'association Aide aux nécessiteux. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous de même heure sur Canal 2 International et nulle part ailleurs.